Et voilà, bon, on va pouvoir démarrer. Donc, je vais commencer par vous souhaiter bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Je me présente, je suis Stéphane Roy, je suis psychologue, psychothérapeute, co-directeur de l'Institut Métis. Voilà, nous tenons une nouvelle fois à vous remercier pour votre fidélité, ainsi que pour tous les mots d'encouragement à propos des webinaires. Les mots qui reviennent souvent sont justement espace de liberté, de pensée, moment de respiration, prise de recul, réflexion, mise en lien, entre autres. Alors, ce webinaire aujourd'hui, comme les précédents, s'inscrit dans le cadre de notre congrès qui aura lieu d'ici précisément 94 jours maintenant. Donc, vous voyez, ça approche. Hein. C'est un moment fort de l'Institut, le congrès évidemment. Je vous rappelle qu'il aura lieu du 15 au 18 juin 2022, bien sûr. Il se déroulera au Palais des Congrès de La Baule et aura pour thème sidération, effondrement, renaissance, de la résilience à la croissance post-traumatique. Vous pouvez retrouver le programme sur le site internet de l'Institut à la rubrique congrès. Donc, à l'occasion du congrès aussi, je vous rappelle que une soirée grand public sera organisée le jeudi 16 juin à 20h, toujours au Palais des Congrès, en présence de Boris Cyrulnik, qui sera sur le thème « Restaurer le lien humain dans le monde d'aujourd'hui, la résilience à un très ancien nouveau paradigme ». Alors, l'inscription est gratuite, mais obligatoire, toujours sur le site de l'Institut Métis. Bien, et puis pour ce soir, maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous en venions à notre sujet et nous allons accueillir nos deux orateurs qui vont intervenir ce soir sur le thème « L'apport chamanique en psychothérapie dans la prise en charge du psychotraumatisme ». Alors, donc, c'est donc avec plaisir que nous accueillons ce soir Martine Gerco. Donc, Martine est psychologue, clinicienne, psychanalyste transpersonnelle, psychothérapeute, est formée à de nombreuses approches thérapeutiques holistiques. Elle s'est formée notamment aux États-Unis à la respiration holotropique avec Stanislas Grof et au chamanisme aussi avec Michael Harner ou encore Sandra Ingerman. Martine est spécialisée dans les états modifiés de conscience et leur potentiel de guérison. Son approche est somme toute intégrative. Son dernier livre, Un psy parle aux esprits, expérience aux frontières de l'extraordinaire, nous fait découvrir de nouvelles voies d'accès à la conscience pour évoluer vers le plaisir d'être. Et nous accueillons aussi ce soir, est-il nécessaire de le présenter, c'est le docteur Éric Bardot. Éric, je le rappelle, est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, directeur de l'Institut Métis et concepteur et développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels. Alors, à cette occasion aussi, j'en profite pour vous annoncer la sortie prochaine du premier livre sur la thérapie du lien et des mondes relationnels que nous avons eu le plaisir d'écrire à trois avec Éric Bardot et Virginie Bardot et qui devrait sortir courant mai. Voilà, donc Martine et Éric interviendront sur le thème d'aujourd'hui pendant environ 1 heure. Et puis, dans un deuxième temps, nous laisserons place à vos questions que je relayerai, et ce jusqu'à ce soir. Alors, n'hésitez pas à poster vos questions sur le chat à droite de votre écran. Et puis, bien sûr, pour terminer, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré, donc il sera à voir et à revoir en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut Métis. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire. Je laisse la parole à Martine et Éric. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonsoir Martine. Bonsoir Éric. Nous allons aborder ce thème qui, je dois le dire, me touche particulièrement car je n'aurais jamais imaginé pouvoir traiter de ce sujet sur l'apport chamanique en psychothérapie, dans la prise en charge du psychotraumatisme. Et voilà, les circonstances font, dans le cadre du congrès, que grâce à ton livre, nous nous sommes trouvés. Et aujourd'hui, le chamanisme, comme d'ailleurs l'hypnose, comme d'ailleurs la méditation en pleine conscience d'un côté, d'ailleurs, et le psychotraumatisme de l'autre, je dirais, sont très présents dans l'espace social. Et
et pose question. D'ailleurs, ce qui m'a intéressé quand on a préparé ce webinaire, c'est la réflexion que tu as faite en disant, plus que le chamanisme, et à travers ton expérience, c'est la question de la thérapie intégrative. Et ça m'amène aussi à une autre question, et ce qui va être intéressant, c'est qu'on puisse débattre échanger plutôt à partir de nos expériences. C'est que la question du chamanisme, comme d'ailleurs de l'hypnose, pour moi, repose la question, surtout dans la perspective du psychotraumatisme, car on voit bien aujourd'hui, vu ce qui se passe autour de nous, comment l'humain peut être présent et même central dans les traumas les plus graves, les plus destructeurs, les plus violents. Ça pose la place, surtout dans notre société, comme thérapeute, la place, je dirais, du guérisseur d'un côté. Parce qu'il faut être clair, quoi, le psychotraumatisme, il ne date pas d'aujourd'hui. Et depuis le début de l'humanité, les humains ont cherché des pratiques psychothérapiques pour traiter le trauma. Et de l'autre, évidemment, la question du technicien et du rapport entre le guérisseur et le technicien. Voilà, avec cette petite entrée, je te propose qu'on commence à échanger sur ce sujet. Et je vais te laisser la parole, car je pense que de ton histoire, ça me semble naturel que tu puisses commencer par dire quelques mots concernant ta pratique professionnelle. J'ajouterai quelque chose juste avant de commencer. Il y a autre chose qui me touche, c'est que je ne me serais pas attendu non plus à échanger ça avec une thérapeute qui a une base psychanalytique. Et ça aussi, c'est une rencontre étonnante. Donc, si c'est OK pour toi, je te propose de prendre la parole. Mon livre, Une psy parle aux esprits, c'est un peu c'est ma quête de vision en fait. C'est comment je pars de la psychanalyse, de l'inconscient pour arriver à la conscience cosmique. Et ce sont mes expériences de vie qui m'ont amené vers cette voie spirituelle. Le chamanisme, c'est la voie spirituelle la plus ancienne dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle a 60 000 ans. Et c'est une approche qui n'est absolument pas dogmatique, qui ne repose sur aucune théorie, sur aucun dogme. Et le chamanisme, c'est la voie de la révélation directe. Alors, quand tu disais que le chaman, c'est un guérisseur, le psychanalyste, c'est un guérisseur. Je crois que c'est pas que je crois, c'est que j'en suis de plus en plus convaincue, c'est que le psychanalyste, c'est le chaman des temps modernes. C'est le chaman occidental. On ne peut pas pratiquer le chamanisme dans notre monde occidental comme on le pratique en Mongolie, en Sibérie, en Amazonie. On ne donne pas des substances. Le chaman ne donne pas des substances en Europe. Il n'a pas le droit. Et pour moi, quand j'ai découvert le chamanisme, je l'ai découvert quand je faisais ma formation avec Stan Grof aux États-Unis il y a maintenant une trentaine d'années. Et Michael Harner, qui est le fondateur du néo-chamanisme, c'est-à-dire le chamanisme moderne appliqué aux Occidentaux, nous donnait des cours en même temps que nous nous formions à la respiration nootropique. Et j'ai trouvé tout à fait extraordinaire qu'avec le son du tambour, on puisse, avec cette rythmicité très régulière, très monotone du tambour, puisque le tambour, c'est la monture du chaman. Le chaman n'opère pas, ne va pas opérer un soin, ne va pas à la rencontre de ses guides sans monter le son du tambour. Et en respiration holotropique, on accède à des états chamaniques, à des états d'expansion de conscience avec le souffle. Et je réalisais que, en fait, j'obtenais exactement les mêmes résultats avec le tambour et avec la respiration. Et puis ensuite, me formant à la respiration holotropique, découvrant la voix chamanique sèche. Je dis toujours que la voix chamanique au tambour, c'est la voix sèche. Et puis la voix au tambour avec les substances psychotropiques, c'est la voix humide. Alors, dans les peuples premiers, le chaman, en plus du tambour, va prendre des substances, du peyote, les champignons, l'ayahuasca. Moi, j'ai essayé, j'ai travaillé avec ces substances. Mais dans le monde occidental, c'est totalement illicite. Donc, je me suis formée
en plus de la respiration holotropique, au travail, au tambour. Et j'ai été absolument stupéfaite parce que donc, je découvrais tout un monde qui me semblait totalement magique. Je retrouvais les contes de fées, je retrouvais les animaux qui parlent, les animaux à visage un peu anthropomorphique, et j'étais complètement dans la magie. Alors, pour me former au chamanisme, j'ai travaillé pendant de très, très, très longues années avec Michael Harner, avec Sandra Engerman. Ce sont des enseignements extrêmement structurés et structurants, parce qu'on ne peut pas se lancer dans la voie chamanique si d'abord on n'a pas fait un travail sur soi et si d'abord on ne suit pas un chemin. Et puis ensuite, au bout de plusieurs années, les enseignants comme Sandra Engerman et Michael Harner nous ont dit « burn your notes », brûlez vos notes et puis laissez-vous inspirer. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est dans ça que pour moi la voie chamanique et la voie psychanalytique se ressemblent. En psychanalyse, on fait sa propre analyse, qui est un long, long travail, et puis on va suivre des cours, on va suivre tout un enseignement clinique, théorique, et puis une fois que l'on maîtrise ces gammes, on oublie et on devient un artiste. Et le chaman comme l'analyste sont pour moi des artistes qui sont au service d'une aspiration, d'une intuition, et qui, en fonction des patients qui viennent les voir, vont harmoniser le soin avec des couleurs, avec des techniques, des outils qu'ils ont parfaitement maîtrisés. Si le chaman ou le psychanalyste sont des techniciens au service d'une théorie, ils passent à côté du patient. Donc c'est pour ça que je trouve très, très intéressant pour moi d'être psychanalyste et d'avoir à mon service plein de palettes, plein d'outils avec des couleurs. Donc, ma spécificité, ce sont les états modifiés de conscience. Donc, après la psychanalyse, je me suis formée à l'hypnose avec Léon Chertok. Et puis, ça a été cette grande rencontre avec Stanislas Grof, la respiration holotropique. Et puis, je me suis formée aussi à Esalen, en Californie. J'ai eu la chance de vivre entre la Californie et la France et de me former aux thérapies humanistes, à l'EMDR. Et puis, une fois que je maîtrisais tout cela, j'ai créé ma propre matière, j'ai alchimisé tout ce que j'avais appris et qui m'avait permis aussi d'expérimenter la vie d'une nouvelle façon. Et je dois dire que la voie chamanique, elle m'a sauvée de 2 épisodes extrêmement traumatiques que j'ai vécus et qui ont été 2 agressions. Alors, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, si j'ai le temps. Et j'ai été agressée 2 fois, j'en parle dans mon livre, je ne vais pas revenir là-dessus, mais comment la voie chamanique m'a redonné du pouvoir. Parce que c'est ça, finalement, en fin de compte, l'apport chamanique dans le psychotraumatisme, c'est d'aider le patient à retrouver son pouvoir personnel. La maladie, dans la voie chamanique, c'est une perte d'âme. L'agression, vous vivez une agression où vous êtes complètement... Vous êtes sidéré, vous êtes en sidération, vous êtes totalement dissocié, il y a une partie de vous qui s'en va. Et la voie chamanique m'a permis de retrouver du pouvoir à partir de ce que m'avaient enseigné les esprits. Je suis agressée par 3 criminels qui s'infiltrent dans mon cabinet, qui me menacent avec un revolver. Finalement, je m'en sors, tout est dans mon livre si ça vous intéresse. Et le soir, je vis un phénomène de dissociation, c'est-à-dire que je suis totalement gelée, frigorifiée, tétanisée. À la limite, je me demande, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais je sais que j'étais agressée. Mais il n'y a plus d'effroi, mais il y a une partie de moi qui est complètement morte. Donc, j'appelle un copain psychiatre qui me dit, écoute, je vais venir te voir et je vais te mettre sous anxiolytique et sous antidépresseur. Et je dis, écoute Pierre, je pratique le chamanisme depuis plusieurs années. Bon, il était un peu ouvert à ça. Et je vais me relier aux forces cosmiques et demander une aide. Donc, je prends mon tambour le soir et je demande de l'aide à mes esprits, à mes alliés, parce que dans la voie chamanique, on a des alliés avec lesquels on travaille, avec lesquels on opère, avec lesquels on fait des soins. Et j'entends en français et en anglais, parce que je suis dans les 2 langues, pain et paint.
Et le lendemain, je suis allée acheter, j'ai écouté. Je me suis dit, puisque je pratique, je vais mettre en œuvre, je vais mettre en action ce qui lui est suggéré. Et puis, j'ai acheté plein de matériel pour peindre. Moi, je n'avais jamais peint. Je ne sais même pas tenir un crayon. Et j'ai peint dans un état de conscience expansée. C'est-à-dire, je me suis dit, je me mets au service de ce qui m'est dit et ça va me permettre de vérifier si c'est vrai ou si ce n'est pas une hallucination de ma part, ou ce n'est pas un désir ah ben, j'ai toujours voulu être artiste, ben voilà. Mais non, c'était quelque chose de tellement clair, de tellement net, que j'ai peint pendant des mois et des mois, dans une toute petite pièce, entre les patients. La nuit, je dormais presque pas. Et au bout de 9 mois, il y avait toute une éclosion qui était apparue, qui s'était matérialisée sur des toiles et j'ai exposé. Si je n'avais pas eu cette agression, jamais je me serais mise à peindre. Et je crois que l'épreuve qui nous arrive, même si elle est difficile, douloureuse, déstructurante au départ, elle est là, elle est comme un réveil qui nous dit, ben voilà, réveille-toi, mets-toi au travail. C'est ça que permet la voie chamanique, c'est-à-dire qu'elle m'a, je sais pas, il y a un mot français, réempouvoir, Empowerment. It re-empowered me. Ça m'a redonné du pouvoir. Et la même chose pour la deuxième agression. Si je n'avais pas été agressée, peut-être que je n'aurais pas écrit mon livre. Je n'aurais pas eu le temps. Donc, je crois que l'importance du traumatisme, une fois qu'on est réunifié, au moment où vous êtes dissocié, vous ne pouvez pas lui donner du sens. Mais peu à peu, c'est de donner du sens à l'épreuve. Et puis surtout, ne pas oublier que le psychanalyste, le psychothérapeute, c'est un guérisseur. On ne guérit pas de surpoids un patient. Le patient, il vient nous voir parce qu'il a souffert. Et on peut le mieux être au chevet du patient, c'est parce que nous, psy, on a été au chevet de notre propre souffrance. C'est ce que les Américains, les Amérindiens appellent le wounded healer, le guérisseur blessé. Et plus on est au contact de notre souffrance, hein, de ces passages à vide, même de ce contact avec la mort, plus on devient comme des empty bones, comme des osselets qui sont vides, pour accueillir ce qui vient dessus. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'ai peut-être été un peu lente, un peu longue. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Quand je suis partie, je suis comme en canalisation, donc hop, se passe vraiment. Oui. Oui, tu as dit tellement de choses, Martine, que là, je me dis comment je vais prendre le relais. Je vais rebondir peut-être sur la question de l'état de conscience, peut-être. Et sur redonner du pouvoir ou donner du pouvoir. Je dirais que, ou plutôt, est-ce que tu partages cette idée qu'en fait, on est tous habités, tous et toutes habités à la naissance par une énergie de vie, par un pouvoir de vie. Et que, en fait, peut-être que la vie, c'est comment on va être mis en forme à travers nos expériences et notre histoire, ce pouvoir de vie et nos rencontres. Et qu'effectivement, il y a des épreuves de vie et toute la question est comment cette épreuve de vie vont, dans leurs effets traumatogènes, comment ils vont venir questionner ce pouvoir de vie. Et je crois que là où que dans les traumas les plus graves, ce qu'amène, je vais dire, à l'extrême, c'est-à-dire au suicide, c'est que à ce moment-là, le pouvoir de vie, la personne n'est plus du tout connectée à son pouvoir de vie. Et donc, toute la question est comment amener les patients et les patientes à se reconnecter à ce pouvoir de vie qui contient le processus réassociatif, en fait, de mon point de vue.
et que là où je partage dans ce que tu as dit de choses importantes à travers mon histoire, c'est la première, que c'est absolument essentiel d'avoir dans l'idée que, que, la conscience peut aller vers l'expansion de la conscience et que c'est dans cette expansion que va se faire le processus réassociatif. Ça, c'est un premier point. Et que le deuxième point, c'est qu'il ne peut pas se décréter. Donc, ça veut dire que le thérapeute peut réunir les conditions et la rencontre possible et ouvrir l'espace possible à cette expansion, mais elle ne peut pas se décréter. Je pense que je dirais que dans la thérapie, cette expansion ne va venir que parce qu'elle est, elle est dans un espace de rencontre partagée, dans une intentionnalité partagée. Et c'est là où je te rejoins et que c'est cette question fort intéressante qui est, alors, je n'ai pas le même parcours que toi et pourtant, je peux dire que tout ce que j'ai développé et la pratique que j'ai développée, la thérapie du lien des mondes relationnels, vient de cette idée de comment activer chez le thérapeute la position de guérisseur. Et la position de guérisseur, elle me semble claire aujourd'hui, et particulièrement chez le thérapeute, elle me semble claire que cette position de guérisseur, alors je le dis avec mes mots, hein, tu vas les reprendre, vient dès lors que le thérapeute a été capable de transformer ses blessures, ses souffrances et ses vulnérabilités en ressources au service de la thérapie. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que dans les formations que je peux faire, et je me rends compte, c'est que toute la question, et c'est là la question après des techniques, c'est toute la question de comment amener le thérapeute, comment amener les thérapeutes, comment nous amener à accepter le dévoilement de la souffrance et de la vulnérabilité, car c'est de ce dévoilement que va naître les ressources, les capacités d'accéder, je dirais, à la conscience partagée et à l'expansion de la conscience. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je vais rebondir sur le guérisseur blessé, parce que bon, ça fait plus de 40 ans que j'exerce, et je me dis, enfin, c'est pas que je dis, je ressens que je travaille de plus en plus avec ce que je suis, avec les épreuves, et je parlais tout à l'heure du guérisseur blessé, du wounded healer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être thérapeute, j'ai même pas psy, hein, thérapeute, si on n'a pas été au contact de sa propre souffrance. Et dans la tradition chamanique, hein, le chaman revêt le titre, on lui donne le titre de chaman quand il est passé par différentes épreuves qui l'ont rendu chaman. C'est-à-dire qu'il va passer par ce qu'on appelle le démembrement, en anglais dismemberment. Alors ça peut être soit une psychose, soit une maladie létale dont laquelle il survit, un accident, une isolation sensorielle en forêt, plusieurs jours sans nourriture, et puis revient de cette isolation transformée. Et il est reconnu quand il revient après plusieurs jours ou après plusieurs jours de maladie et qu'il revient guéri, il est transformé évidemment et il est alors reconnu chaman par le clan. Moi, je ne suis pas une chamane, même si je suis un enseignement chamanique et que je suis toujours, parce qu'on est toujours en formation, en apprentissage, on est toujours un apprenti finalement, comme on est toujours en travail sur soi. Je continue après 40 ans de pratique à travailler sur moi, et si on me demandait mais depuis combien de temps tu travailles sur toi, ben, ça fait plus de 50 ans, non-stop. Et je dirais que je suis une guérisseuse. Voilà, il y a le mot healer qui me convient tout à fait. Et je dirais jamais, j'aurais jamais l'outrecuidance de dire que je suis chamane. Et quand on me dit, mais tu es une chamane, je dis non, je suis une guérisseuse. Pourquoi je dis que je suis une guérisseuse? Parce que je me suis guérie aussi moi-même. Alors, il y a eu l'aspect médical, j'ai été, tout ça c'est dans mon livre, Une psy par les esprits, mais à l'intérieur de moi, il y avait une guérisseuse. C'était le inner healer, le guérisseur intérieur. Et mon travail avec les patients, ça m'aide, du moins ça m'aide.
Je les aide à rencontrer leur capacité d'auto-guérison. Je me suis beaucoup occupée de patients qui avaient des cancers vraiment très, très graves. Et j'ai observé que les patients qui pouvaient arriver aux plus fortes chances de rémission étaient ceux et celles qui, à côté du traitement médical, se prenaient en charge avec des approches holistiques. Yoga, méditation, homéopathie, compléments alimentaires, différentes choses. Parallèlement au traitement médical, évidemment. Et parce qu'ils choisissaient eux-mêmes d'autres approches. Et que si on s'en remet uniquement passivement à un traitement médical, on découvre moins le processus intérieur d'auto-guérison. C'est ce que j'ai fait moi quand j'ai été blessée. J'avais le corps fracturé. On ne voit rien parce que je me suis guérie et puis parce que j'avais des ressources aussi. Je crois que la maladie, aussi grave soit-elle, quand on décide d'acter aussi, de devenir actif dans notre processus de guérison, elle nous fait découvrir le guérisseur à l'intérieur de nous. Et on retrouve notre pouvoir. C'est-à-dire, on ne s'en remet pas passivement à l'autre. Il en va de même dans la psychanalyse. Vous avez des gens qui vous disent je suis restée 15 ans en analyse, j'allais pourtant 3 fois par semaine chez mon psy, mais rien n'a changé. Et si les gens ne mettent pas en acte les choses dans la vie, rien ne va changer. C'est la même chose dans la capacité dans la guérison. Si vous en mettez passivement au chirurgien ou à l'oncologue, mais sans aller voir ce qui se fait ailleurs. Ce que je trouve intéressant, c'est que les approches se rencontrent, que les approches se croisent. Ici, on est complètement passif. Il y a un très beau film, je crois qu'on en avait parlé tous les deux, qui s'appelle Mon médecin et moi. C'est l'histoire d'une femme qui a un cancer. Elle est suivie par un oncologue très connu à Villejuif ou à Curie, je ne me souviens plus. Et le médecin lui dit écoutez, je suis désolée, vous avez combattu, on a fait ce qu'on a pu, mais il vous reste très peu de temps. Et cette femme, elle refuse le diagnostic. Et elle se met à chercher, à compulser. Elle va sur Internet et elle découvre des médecins en Inde qui travaillent ensemble. Il y a des profs de yoga, méditation, cancérologues, approche ayurvédique. Et elle se dit je tente le tout pour le tout. Et elle y va. Elle va y aller 2 ou 3 fois, elle va guérir. Et puis en revenant, elle va voir son oncologue quand elle est guérie. Et l'oncologue est fasciné, il trouve ça extraordinaire. Et il part ensuite en Inde avec sa patiente se former. Mais des médecins comme ça, il y en a peu. Et puis les patients aussi qui sont actifs dans ce processus, il y en a très peu. Donc mon rôle en tant que psychanalyste et praticien du chamanisme, je dis que je suis une praticienne, c'est d'aider les gens à devenir acteurs de leur parcours, de leur propre cheminement, de leur guérison, à se prendre en main. Et à travers aussi, non seulement l'analyse, mais à les aider en état modifié de conscience, donc rencontrés par le tambour, à trouver l'acteur, l'artiste en eux. Parce qu'on devient artiste finalement, on devient créateur. Je ne sais pas si je suis claire là. Il y a tellement de choses à dire. Donc je me laisse emporter peut-être par moi. Mais c'est devenir acteur du processus, acteur de sa guérison, créateur d'une nouvelle vie, puisque le traumatisme, de toute façon, ça va nous entraîner vers une nouvelle vie. Oui. Et trouver des stratégies d'adaptation aussi. Oui. Je rejoins tout à fait ce que tu dis dans la question de devenir actif dans le processus de guérison et de la question du guérisseur intérieur. Si je prends ma propre expérience de vie, il n'empêche que ça me pose une question très étrange qui ne doit peut-être d'ailleurs que rester à l'état de question d'ailleurs. C'est qu'est-ce qui fait qu'aussi loin que je peux me rappeler,
à la fois cette énergie de vie et ce souffle de vie d'une part, et d'autre part, euh, je ne dirais pas que j'avais la conscience de guérisseur intérieur, mais que j'avais la conscience euh, de guérisseur pour les autres. Avant d'avoir la conscience, je dirais, avant d'avoir la conscience que guérisseur pour les autres était l'expression de guérisseur intérieur. Et je me dis, mais qu'est-ce... C'est une question. Hein. Et comme tu le dis fort justement d'ailleurs, ça lie à la question de, de, des états modifiés de conscience, d'expansion de conscience. Mon expérience a été surtout depuis que je suis tout petit, mon expérience a été dans des états de modifiés de conscience et d'expansion de conscience. Euh, et je me dis, parce que quelque part aussi, ça lie inévitablement à la question du sens de la vie et à la question du spirituel. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait, ça c'est une énigme pour moi, qu'est-ce qui fait que toute cette expérience-là, j'ai l'impression que ça m'a habité aussi loin que je peux reculer dans le temps, et même peut-être que c'était déjà présent avant même. Je veux dire comme si je dirais une énormité, pardonne-moi, mais comme si je suis né avec, quoi. Et être déjà habité. C'est-à-dire que, et ça, c'est-à-dire que ça me pose la question de est-ce qu'il est possible de mobiliser, d'abord, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que certains sont habités par cette expérience de vie ou en ont conscience très tôt? Et la deuxième, c'est est-ce que c'est possible d'aller le chercher chez tout un chacun? Ou ou est-ce que c'est des moments où euh, des moments de c'est les moments de rencontre, les moments de vie qui font que ça va se dévoiler. Alors, je te rejoins parce que depuis que je suis étant enfant, bon, je suis d'une famille très conventionnelle, depuis la guerre, un père qui était un homme d'affaires, matérialiste, bon, quoique spirituel, puisqu'il était franc-maçon. Mais bon, avec lequel la communication pouvait être difficile. Et puis, quand j'étais petite, je vivais des expériences très, très étranges. J'en parle aussi dans mon livre. Je faisais des voyages hors du corps. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était voyage hors du corps. Par exemple, je pouvais passer à travers les murs, je pouvais, je me baladais dans l'appartement, mais si c'était ma conscience, j'ai compris après, si je voulais allumer la lumière, ben, je n'avais pas de force dans ma main, puisque évidemment, je n'étais plus dans ma matérialité. Et je sentais des présences, parfois ça me faisait un peu peur. Puis j'avais des rêves, des grands rêves de tsunamis, de vagues submergentes, mais ce n'était pas des rêves. D'ailleurs, en t'en parlant, je revois très bien. C'est des grands rêves, en fait, des expériences, comme si je voyageais dans le temps. Et quand j'étais petite, on me prenait pour une extraterrestre, mais j'étais complètement reliée à cette réalité. J'allais à l'école, j'avais pas des amis, mais j'avais une pensée différente. Et puis, tout a commencé à s'expliquer quand j'ai commencé ma formation avec Groff. Alors, j'ai lu le livre de Robert Mondro, Voyage hors du corps, j'ai entendu parler et puis j'ai eu différents types d'expériences. Et puis, j'ai commencé à avoir des réponses. Et que, depuis toute petite, j'avais un grand-père qui était très mystique. Et donc, mon grand-père est décédé quand j'avais 10 ans et je ne pouvais pas lui parler, donc j'avais personne à qui parler. Donc, je me disais, mais si j'en parle, on va me prendre pour une folle. Et je crois que lorsque le moment arrive, hein, quand c'est le bon moment, quand il y a quelque chose qui s'est bien structuré à l'intérieur de nous, eh bien, on rencontre les bonnes personnes et on peut mettre en pratique, hein, ce que l'on pressentait autrefois. Et donc, à l'âge de 39 ans, je suis partie aux États-Unis. À l'âge de presque 40 ans, je suis partie aux États-Unis me former auprès de Groff. Bon, il a fait des cours, hein, pendant notre formation autour des expériences hors du corps. J'ai lu, comme je disais, Monroe, les expériences de Kundalini.
hein, le corps qui se met à trembler quand vous êtes dans votre lit, puis vous partez, hein, comme vous pulvérisez, hein, dans l'ailleurs. Mais tout ça, ça a pris corps, ça a pris forme, et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'accepte cette partie de moi et que je pouvais l'utiliser dans ma propre vie et dans ma pratique. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans la Kabbale, hein, il est dit que l'on peut s'inscrire dans la Kabbale, ouvrir d'autres mondes, d'autres champs de conscience, lorsqu'on a mangé du pain et de la viande. C'est-à-dire que lorsqu'on a créé une famille, on a eu des enfants, on a fait son devoir d'humain, et à ce moment-là, on peut ouvrir les portes du Jardin d'Éden. Et là, c'était la même chose, c'est-à-dire que j'avais 40 ans, j'étais bien structurée, j'avais fait des études de psychoclinique, j'avais fait une longue analyse, et je me sentais suffisamment enracinée pour pouvoir ouvrir ces champs de conscience et les accueillir. Alors là, là, si tu me permets, Martine, ça me pose une question importante. C'est quel lien tu fais entre enraciné, structuré d'un côté et démembrement de l'autre? C'est-à-dire que j'étais suffisamment ancrée et structurée dans ma pratique et en moi-même, pour pouvoir me former à des approches qui peuvent être déstructurantes. Et tu vois, par exemple, dans mes groupes de respiration, d'entropie et de chamanisme, je n'inscris personne sans avoir eu un entretien soit individuel ou au téléphone avec la personne, parce que pour pouvoir travailler ou voyager dans des états d'expansion de conscience, pour pouvoir voyager dans la réalité non ordinaire, il faut déjà être bien ancré dans cette réalité humaine, matérielle. Un arbre sans racines, il ne peut pas s'ouvrir, il ne peut pas se développer. Et si quelqu'un a un moi faible ou a une personnalité borderline, est à limite, il est évident qu'il ne faut surtout pas l'accepter dans un groupe ou pratiquer avec lui en individuel, avec des techniques qui vont le sortir, qui vont le déstructurer. Parce que l'être humain est quand même très fragile. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi par rapport à ça. Donc, c'est vraiment, quand on travaille avec les états modifiés de conscience, il faut que le praticien ait une structure, une connaissance de la psychopathologie extrêmement fine. C'est pour ça que je me révolte contre cette mode du chamanisme. N'importe qui maintenant pratique la respiration holotropique sans formation, ce qu'on appelle aussi la respiration consciente, sans avoir aucun repère théorico-clinique et psychopathologique. Enfin, pour moi, je trouve ça honteux, tu vois, je trouve que ça me révolte, ça me met en colère en fait. Bon, alors, je vais accueillir ta colère. Oui, parce qu'il faut être très prudent, enfin, il faut être très, très respectueux de l'autre, enfin, de son état psychologique. Les gens sont en recherche d'extraordinaire. Là, il faut être vraiment... Oui, les gens sont en recherche d'extraordinaire. En même temps, tu vois, si je fais le lien, et d'ailleurs, tu vois, c'est le titre du congrès, hein, Sidération, effondrement, renaissance. La question que je me pose, c'est si l'effondrement, la question de l'effondrement dans notre société pourrait, ou tu vas me dire ce que tu en penses, pourrait avoir une analogie avec la question du démembrement dans les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire que quelque part, c'est à travers l'expérience de vie que va être questionné le monde dans lequel tu vis et je dirais la structure, le système relationnel dans lequel tu vis. Et est-ce que c'est pas cette question-là qui vient ou plutôt ce qui vient être touché, que ce soit sous le terme d'effondrement dans notre culture ou sous le terme de démembrement dans la culture chamanique? Alors, dans la culture chamanique, le démembrement, c'est le passage obligé pour devenir chaman. Oui. Mais... Comme en psychanalyse, on ne peut pas être psychothérapeute ou psychanalyste si on n'est pas passé par des moments de souffrance extrême.
Moi, pourquoi j'ai commencé une analyse? J'avais 21 ans, parce que j'étais en souffrance. J'ai pas commencé une analyse par curiosité, tu vois. Et le thérapeute, il doit avoir été au contact de sa propre souffrance pour pouvoir donner la main à l'autre. Finalement, être psychanalyste, c'est un accompagnement. Hein. C'est pas un exercice intellectuel. Faire une analyse, c'est pas aller gloser sur la théorie de Lacan ou de Freud. Ça, j'entends. La question que je me pose à ce moment-là, c'est comment, je te dis, comment tu penses le démembrement en psychanalyse? C'est la déconstruction dans une analyse, on se C'est déconstruit. ça. Ouais. C'est la déconstruction. C'est la déconstruction et le patient c'est une déconstruction sous l'accompagnement d'un tiers. On peut se déconstruire, on peut aller loin dans son analyse parce qu'on sent qu'il y a une présence inconditionnelle du thérapeute. On sait que c'est pas quelqu'un de muet et qui va rien dire. Moi, j'ai eu un analyse, mon premier analyse, c'était un lacanien, donc je ne suis pas du tout lacanienne. Je sais combien j'ai souffert et combien ça a été douloureux et j'ai arrêté. Et puis ensuite, j'ai eu un analyste qui était un vieux monsieur merveilleux dont je parle dans mon bouquin, qui était Octave Manoni. Ça a été un voyage extraordinaire avec lui parce que c'était un être humain. Et dans la psychanalyse, pourquoi la psychanalyse a été tellement décriée? C'est parce qu'on a oublié que le psychanalyste, c'est d'abord un être humain. Le thérapeute est d'abord un être humain. Oui, le psy. Enfin, et le psychothérapeute, souquer, ça vient du mot souquer, c'est le souffle, mais c'est aussi l'âme. Oui. C'est sur l'âme, la psychanalyse. Oui. Et j'entends bien que c'est la question de la déconstruction et que la déconstruction amène à, je veux dire, c'est la déconstruction qui va amener en même temps, amener une construction alternative Oui. à la déconstruction en soi. Non. Et, quand tu dis, je rejoins tout à fait quand tu dis que c'est la présence inconditionnelle du thérapeute et que le thérapeute à ce moment-là est particulièrement dans l'histoire de la souffrance, dans l'histoire de la souffrance, surtout de la souffrance psychotraumatique. La question de la présence du thérapeute, me semble-t-il, vient aussi questionner la capacité de déconstruction chez le thérapeute. Bien sûr. Et je dirais aujourd'hui, et c'est quelque chose qui me semble tout à fait essentiel et tout à fait fondamental, c'est que quand la personne je veux dire, souffre, a été maltraitée ou a vécu dans un monde de maltraitance, elle sait comment le pouvoir peut être maltraitant. Et je pense que la première chose que font les patients quand ils viennent voir un thérapeute, c'est d'abord par leur attitude, de questionner justement le thérapeute dans sa capacité de présence. C'est-à-dire sa capacité à passer d'un pouvoir sûr, d'expert, à un pouvoir avec. Et, parce qu'ils savent par expérience que le pouvoir sûr qui ramène à l'autorité peut être une autorité maltraitante et malveillante. Et ça c'est je crois, toute l'expérience clinique et humaine du thérapeute. Parce que c'est vrai qu'il y a un pouvoir, et c'est important aussi et je crois que pour aller mieux, le patient a besoin de reconnaître que nous avons du pouvoir. Mais ce n'est pas un pouvoir pour dominer l'autre, c'est un pouvoir intérieur. Oui. Et c'est ça la différence. C'est pas un pouvoir sur l'autre, mais qu'il nous reconnaît le pouvoir de guérison. Est-ce que je pourrais dire que le pouvoir intérieur, est-ce que tu partagerais que ce pouvoir intérieur est le pouvoir de la vie en soi? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Le pouvoir de la vie en soi.
on a introjecté, on a incorporé ce pouvoir de vie en nous, justement par les souffrances que l'on a vécues. Moi, je crois que les souffrances, enfin, ces agressions qui m'ont laminé, enfin, qui m'ont, entre guillemets, détruite, elles ont permis aussi de me mettre en contact avec le pouvoir que j'avais à l'intérieur de moi. Alors, là où je te... De résilience aussi, le Oui. pouvoir de me guérir physiquement. Et puis aussi, puis d'aimer encore plus la vie après. C'est cette espèce d'appétence, de gourmandise de la vie. Parce que l'épreuve, elle te met aussi en contact de ton appétence de vie. Oui. Alors justement, lorsque tu dis le pouvoir, je veux dire, de ce que l'on a vécu, de la souffrance, aujourd'hui, je changerais un petit peu je changerais un peu le focus, même s'il est complémentaire. Je dirais que c'est le pouvoir des rencontres des rencontres et de, je vais lire comme ça, de ce que la vie a mis sur notre chemin, qui nous permet justement euh, euh, d'aller dans le sens de la vie à partir de la souffrance. C'est-à-dire que je ne crois pas que c'est le pouvoir de la souffrance en soi, ça me semble impensable. C'est le pouvoir de la rencontre qui permet de traverser la souffrance, à utiliser un terme et c'est pas de la, je dirais pas que c'est de la sublimer, c'est de la transformer en fait. La transformer, bien sûr. C'est de la transformer en pouvoir de vie. Oui, absolument. Et c'est là où, me semble-t-il, tu vas me dire si tu es d'accord, mais que le savoir de guérison des cultures traditionnelles a quelque chose à nous dire de notre humanité et de ce pouvoir de transformer la souffrance en pouvoir de vie, en fait, dans la rencontre. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je dirais que la souffrance que j'ai pu vivre, et ça, je l'ai entendu aussi de la part de patients qui étaient passés par des épreuves, j'avais l'impression que je ne savais plus rien, Ouais. que j'étais complètement abandonnée du divin, parce que bon, j'ai une pratique spirituelle, donc je suis mystique. Et quand je me suis retrouvée à l'hôpital pendant de longs mois, par scène, enfin bref, dans cette épreuve terrible, qui est comme l'épreuve du feu, et je me disais, mais j'ai plus rien, je suis vide. Moi qui adore la musique, j'arrive même plus à écouter de la musique. Et puis, il y a quelque chose, il y a une flamme qui se ranime à l'intérieur de toi, tu ne sais pas d'où elle vient. C'est cette flamme qu'il est important de saisir. Oui. Flamme, et puis hop, voilà, ça se rallume. Et, voilà. Et après, j'ai réalisé que c'est cette souffrance qui avait été à l'œuvre de la nouvelle femme que je suis devenue. La souffrance, elle nous rend différents, elle nous rend autres. Mais quand on est au cœur de cette souffrance, on est dans la nuit noire de l'âme. Oui. Et on a l'impression qu'il n'y a aucune sortie. Oui. Et je crois que lorsqu'on a connu cela, et qu'on a des êtres très en souffrance qui sont laminés par la maladie, et je crois que c'est à partir de notre expérience d'humain, et on est des pauvres humains à ce moment-là, qu'on peut accueillir vraiment la détresse de l'autre. Je crois que c'est... Enfin, je pense à une femme, à une de mes patientes que j'aimais beaucoup, qui était psy d'ailleurs, qui a eu un cancer, et elle me disait, mais que c'était, elle avait lu mon livre, et elle sentait combien ma souffrance, à moi, par laquelle j'étais passée, pouvait l'aider dans ce qu'elle ressentait de moi, dans mon accompagnement. Elle sentait combien j'avais souffert et que ça me rendait plus humaine et plus proche d'elle dans mon accompagnement. Ce n'était pas un accompagnement théorique, il y avait quelque chose presque de l'ordre d'une chair, du charnel qui s'était exprimé entre nous deux. Est-ce que, à partir de ce que tu dis, Martine, est-ce que je pourrais dire deux choses? La première, c'est qu'il faut être en capacité de lire, d'accueillir sa propre souffrance pour pouvoir accueillir la souffrance de l'autre. Et en même temps, en retour, pour accueillir sa propre souffrance, ça nécessite qu'elle ait été accueillie par l'autre.
Absolument, bien sûr, absolument, tout à fait. Je l'écris aussi dans mon livre. Je crois qu'on ne peut, c'est pas que je crois, je suis intimement convaincue, qu'on ne peut pas accompagner le patient dans des territoires que nous-mêmes, Oui. on n'a pas exploré. Et j'ai pu explorer certains territoires parce que j'ai aussi, à mon tour, été accompagnée par quelqu'un. C'est comme une transmission. Hein. Oui. Finalement, on est des passeurs. Hein. Tout à fait. Le psy est un passeur. Mais je peux être une passeuse parce que quelqu'un m'a aidé à passer de l'autre côté de la rive quand j'étais en danger. Tout à fait. D'ailleurs, je vais rebondir en partageant quelque chose avec toi, tu vois, parce que dans ton parcours, tu fais référence donc euh, aux apprentissages que tu as fait et aux formateurs que tu as rencontrés. Et, euh, et en fait, maintes fois, je me suis dit sur mon parcours, oh là là, si j'avais pu rencontrer le formateur, tu vois, un Milton Erickson dans Chair en os, par exemple. Tu vois. Euh, je me dis, qu'est-ce que j'aurais gagné comme, euh, comme temps. Et puis, un jour, j'ai lu d'une chamane dont je me rappelle plus le nom, qui m'a dit, mais qui écrivait, mais parfois, euh, vos formateurs sont des gens qui viennent se présenter dans votre vie au moment où où vous en avez le plus besoin. Et en fait, à partir de là, quand j'ai fait une relecture de mon histoire, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a toujours eu quelqu'un au moment clé où j'en avais besoin. Donc, ça n'a pas été une personne en continu, mais quelqu'un à un moment clé. Il y a eu qu'un ennui que j'ai réussi à repérer, euh, enfin, il y a quelques années, mais c'est pas si longtemps que ça. C'est que je me suis rendu compte que toutes les personnes qui étaient là sur mon chemin étaient toutes repérées par la pensée dominante comme des gens non conformistes. Mmh, mmh. Et ça m'a posé une question terrible, tu vois, parce qu'en fait, alors qu'il y a une partie de moi qui savait que là, je recevais l'aide dont j'avais besoin, ça m'a mis pendant longtemps dans la culpabilité parce que j'étais dans ma quête d'essayer de chercher les réponses dans la pensée conformiste, j'étais incapable de la remercier. Et qu'il a fallu que je fasse ce chemin de, de pouvoir les remercier, mais en même temps d'accepter, tu vois, peut-être justement que c'est ce qui permet que ce webinaire existe aujourd'hui avec toi, tu vois. Non, mais je comprends très très bien parce que parfois on a besoin de passer par une forme de conformisme intellectuel pour Oui, pouvoir s'en dégager. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, il fallait que j'en passe par la psychanalyse, les études de psychologie clinique pour accueillir de façon safe, sécure, tout ce oui, monde invisible que je ressentais pour ne pas peut-être, hop, décoller. Parce que l'important, c'est de pouvoir accueillir cette dimension spirituelle, cette réalité élargie, tout en étant connecté à notre réalité-ci. Hein. On a un corps, on a un sexe. oui, Je veux dire, c'est aussi accueillir le plaisir, le désir. Tu vois, oui. un être spirituel, c'est pas quelqu'un de désincarné. Tu vois, c'est quelqu'un, on peut aimer la chair et être quelqu'un de très spirituel. Puis le spirituel, c'est aussi notre capacité à accueillir l'autre. C'est pas aller méditer dans un ashram pendant des heures et des heures. C'est Oui. la capacité à accueillir l'autre et à l'accepter dans ce qu'il est. C'est aussi être spirituel. Accueillir l'autre et à construire une histoire partagée. Mais bien sûr. Et accueillir l'autre dans sa différence aussi. Parfois, c'est un peu Oui, difficile, mais oui, c'est en même temps, comment dire, euh, tout le deal, si je peux le dire comme ça, c'est que ça ne peut pas se décréter. C'est-à-dire que toute la question, si je reprends la question de la thérapie, c'est que notre rôle, de par notre présence, c'est de construire l'espace qui va rendre possible l'émergence de cette expérience qui va
qui va justement être de déconstruction, de reconstruction et de et, 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 et comment dirais-je moi, et de pouvoir, je vais le dire comme ça, tu vas me dire si c'est OK, c'est d'amener parce qu'il est possible de faire cette expérience-là chez soi comme thérapeute, d'amener le patient à se reconnecter à l'énergie de vie qu'il y a dans la souffrance. Tout en la... Elle l'a trouvé. Oui, à trouver l'énergie de vie qu'il y a dans la souffrance tout en la dissociant de la souffrance. Ouais. Et ça prend du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Parce que parfois, la personne est attachée à sa souffrance. Bon, tout dépend quel type de souffrance. Hein. Mais il y a une souffrance qui finalement protège de la peur du changement aussi. Oui. Mais est-ce que c'est la peur du changement ou est-ce que c'est la peur de l'exclusion? De l'exclusion. Ah oui, bien sûr, les deux, je pense. Parce qu'évidemment, si on change, quand on change, hein, on peut être rejeté aussi par le Ah corps, oui. par la famille. Et, bien sûr, il y a les deux qui sont liés, bien sûr. Et oui. Et si je rebondis, effectivement, tout ce qui relève de l'expérience et de la pratique de j'allais dire, de la transe, euh, permet d'accéder justement, je dirais, à l'expérience corporelle dans ce qu'elle a de vivant et qui peut prendre à ce moment-là les formes symboliques nécessaires à activer le processus d'auto-guérison. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Je pense, oui. Ouais. Finalement, comme on disait tout à l'heure, aider l'autre à retrouver son pouvoir, c'est être aussi les maîtres de sa guérison. Tu vois, par exemple, quand je fais un soin chamanique, d'abord, je dis toujours qu'un soin chamanique, ça ne remplace pas une psychothérapie, hein, ni un soin médical. Hein. C'est-à-dire que le soin chamanique s'adresse à l'âme. Oui. Et quand on fait un recouvrement d'âme, c'est-à-dire quand on ramène de la réalité non ordinaire un morceau d'âme qui s'est échappé au moment du traumatisme et que l'on réintègre, hein, la partie absente dans le patient. Mais encore faut-il que le patient à qui on a réintégré cette partie absente, hein, on la lui restitue pour que la personne devienne quelqu'un d'entier. Mais encore faut-il qu'il y ait un travail d'intégration qui soit fait, d'élaboration. Parce que le chaman, dans la pratique que j'ai, si tu veux, il y a une collaboration entre le patient et moi. C'est-à-dire que quand je fais un soin, un recouvrement d'âme par exemple, ou une extraction, je demande toujours, même si la personne n'est pas ma patiente ou mon patient, à le revoir après, une ou deux fois, pour qu'on puisse parler de ce qui s'est passé dans l'après-coup. Et quel est son projet une fois que cette partie lui a été restituée. Parce que la personne doit être acteur ou actrice de sa vie. Et pas, tu vois, s'en remettre passivement à l'autre. Je ne vais pas lui dire lève-toi et marche, ça y est, tout va bien. Non. C'est pas comme ça que j'exerce. Tu vois. Et je ne fais jamais un soin chamanique à quelqu'un qui n'ait pas fait un travail sur lui. D'accord. Tu vois, en fait, pour moi, l'approche chamanique, c'est une approche psychospirituelle. En fait, je ne peux pas la départir d'une approche psychothérapeutique. C'est pas la façon dont je conçois mon approche. Je veux dire que chacun a sa propre conception. oui. Tu veux dire que tu perçois, pour toi, l'approche psychospirituelle fait partie intégrante de l'approche psychothérapique. Oui, complètement. Pour moi, oui. Oui, c'est ça. C'est ce que j'appelle la psychologie transpersonnelle, tu vois. Oui, c'est ça. Une psychologie qui s'adresse au moi, mais aussi aux couches supérieures.
transpersonnel, hein, c'est un terme qui a été créé par Jung, au-delà Oui. de la personne. Mais on doit aussi travailler sur la personne. On ne peut pas, à mon avis, dissocier les deux, c'est impossible. Sinon, ça crée des clivages. Oui, oui, tout à fait. Bah oui, ça crée des clivages et ces clivages entretiennent la dissociation Bien du sûr, processus dissociatif, évidemment. bien sûr. Parce que, parce que la personne, euh, je veux dire, nous sommes à la fois des êtres d'appartenance et à la fois des êtres spirituels, c'est incontournable. Mais évidemment. Je veux dire, des êtres, si on veut pas dire spirituels, je veux dire, où le sens de la vie est, est quelque chose qui s'oppose à tout être humain, c'est incontournable. C'est pas parce qu'il se pose à tout être humain va se l'opposer, mais il n'empêche qu'il se pose. Yes. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose aussi important, c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde, tu vois, sinon Oui, c'est dans la toute-puissance. Il y a des êtres oui, pour lesquels il y a une affinité, il y a quelque chose qui se passe immédiatement. Et puis, il y a des personnes avec lesquelles il y a quelque chose qui te... Et je crois que c'est aussi important de pouvoir dire à quelqu'un que on n'est peut-être pas la personne qu'il lui faut. mm, tout à fait. Pas être dans la toute-puissance. Mais, mais justement, je vais rejoindre ce que tu as dit parce que là, quand tu as posé la question, quand tu as dit la collaboration patient et toi, j'ai l'habitude d'enseigner au départ de comment rentrer en thérapie, particulièrement avec des gens quand ils sont particulièrement fracassés dans des histoires traumatiques graves. C'est-à-dire que cette question est de comment entrer en thérapie, c'est-à-dire comment entrer dans un espace où la collaboration est possible et que c'est incontournable que, c'est, de mon point de vue, que cette position de collaboration est une condition nécessaire pour que la thérapie puisse aboutir à ce que la personne se réapproprie sa propre autorité, c'est-à-dire sa propre autorité intérieure. Euh, Maintenant, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais j'aimerais revenir sur la question de la partie absente. Euh, Parce que à la réflexion, euh, la partie absente, je dirais, c'est la partie dont l'histoire de vie de la personne fait qu'elle a été euh, dépossédée. Elle n'est pas absente comme ça. Euh, dans le psychotrauma, c'est la partie, par exemple, si on est par exemple, dans l'abus, c'est la partie qui a été de soi qui a été dépossédée, possédée par l'autre. Euh, la partie absente, c'est pas, c'est une partie qui était présente. Et justement, quand elle n'a jamais été présente, c'est un sacré problème. Mm. Mais c'est pas absente en soi, c'est dépossédé de sa présence, de mon point de vue. Je sais pas ce que tu en penses. Là, je crois pas que je comprends très bien. Tu peux me donner un exemple, par Ben, exemple? ça veut dire que quand tu as par exemple un agresseur qui abuse, Mm. ben, la partie de soi qui va être absente est la partie que va posséder l'agresseur de toi. Oui, donc ce qu'on appelle un vol d'âme. Oui, c'est-à-dire que tu peux appeler ça un vol d'âme, oui, Oui, ouais, c'est ce qu'on appelle. Ouais. dans le langage chamanique, oui. Mm. Un vol d'âme, ouais. Et pour moi, les traumas les plus graves sont ceux qui portent sur, si on prend ce langage-là, sur les vols d'âme, justement. Mm. Mm. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, donc si un patient vient me voir en me racontant cette histoire, ben voilà, j'ai été violée, Oui, partie de moi qui n'est plus là, donc je vais me relier, le chaman, entre guillemets, va se relier au violeur, à l'agresseur. oui, Et dans la réalité, tout ça, ça se passe dans la réalité non ordinaire. Hein. oui, tout à fait. Elle va se relier au violeur en lui disant, mais Oui. alors justement dans mon livre, je parle, hein, il y a un cas, c'est pas le cas du violeur, mais le cas d'une âme qui est incorporée par quelqu'un d'autre, Uh-huh. parce qu'on appelle des esprits possessifs. Donc, je vais dans la réalité ordinaire négocier avec l'agresseur en lui disant que cette partie qui est à l'intérieur de lui le bloque dans son évolution, parce qu'elle ne lui appartient pas, hein, il l'a volée, Oui. et
et qu'il me faut, entre guillemets, faut, hein, la restituer à son propriétaire qui est bloqué dans sa propre évolution. Donc, il y a une négociation qui se fait. Et généralement, dans la réalité ordinaire, on peut ramener cette partie d'âme. Et à ce moment-là, je la réinsuffle au niveau du chakra coronal et au niveau du troisième chakra. Et ensuite, donc, il y a un travail d'intégration. Comme dans les divorces, hein, souvent les gens, quelqu'un vient, je viens de divorcer depuis mon divorce ou depuis la rupture, ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de moi qui est plus là. Je me sens dissociée, je me sens en vide. Voilà, hein. On le voit dans les deuils aussi. Hein. Tout à fait. Bien. Je suis désolé. Vas-y. Je suis désolé de devoir vous couper. Voilà, le temps est passé vite. On a été absorbé par vos paroles. Et, si vous voulez bien, sauf si vous avez quelque chose à rajouter juste avant de terminer, qu'on passe à quelques questions, parce qu'il y en a, hein, de toutes sortes à différents niveaux, hein, parce que voilà, j'ai pu balayer un champ extrêmement large et vous l'avez dit à plusieurs reprises, il y a vraiment tellement à dire. Est-ce que ça vous convient si on passe maintenant à quelques questions? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc, il y a une première question alors, qui vient bien sûr avec manque de temps pour pouvoir le développer. C'est juste des pistes, des débuts de réponse en tout cas. C'est une question que je vous pose moi, en fait, hein, qui m'est venue assez tôt en vous écoutant. On a l'habitude de parler depuis longtemps maintenant d'approche intégrative en thérapie. J'aurais été curieux de connaître peut-être vous votre regard là-dessus, ce que vous entendez vous par intégratif dans le travail de thérapie. Éric, tu parles? Oui. On t'entend mal, Stéphane. Oui, on t'entend. Oui, il y a un problème de micro, Stéphane. Je suis désolé. Là, on t'entend mieux. Là. Oui, c'est mieux. Mieux, alors je me rapproche pas. Voilà, il y a un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors je me dépêche pour s'il y a un problème de connexion. La question de l'approche intégrative en thérapie, j'étais intéressé d'avoir votre regard là-dessus, peut-être la définition peut-être une définition personnelle que vous pouvez avoir de ce qu'on entend par intégratif en thérapie aujourd'hui. Tu veux y aller, Martine? Comme tu veux. Donc, si je parle pour moi, je dirais que c'est une psychanalyse élargie à d'autres approches, une psychanalyse dans laquelle j'intègre d'autres outils. J'intègre d'autres outils et que je vais utiliser en fonction de la problématique du patient, en fonction de sa demande, entre guillemets, mais surtout en fonction de sa problématique et en fonction de ce dont il a besoin pour cheminer. Voilà. Généralement, je commence toujours par une thérapie verbale et puis ensuite, au fur et à mesure que les choses se développent, j'utilise différents outils. Je disais tout à l'heure que j'avais été formée à l'hypnose, à l'EMDR, enfin bon. Mais j'utilise aussi, je ne l'ai pas dit, la psychophanie, qui est le langage, c'est une approche un peu médiumnique. Bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais bon, j'utilise aussi, je peux prendre des cartes de tarot si le patient a du mal à parler, si la parole est verrouillée, et si je ne peux pas le mettre dans un état de conscience élargi, je vais dire, écoutez, il y a plusieurs jeux de cartes en fonction des dessins qui vous plaisent, choisissez un jeu. Et puis, remettez les cartes face contre la table et puis tirez au hasard, sachant qu'il n'y a pas de hasard, une carte qui va être le miroir de votre psyché, qui va vous aider à parler. Et ça déverrouille. Voilà. Et je crois qu'en fait, on doit retrouver l'enfant en soi et puis être suffisamment créatif. Je crois que le psy, c'est un créatif, c'est un artiste. C'est pour ça que moi, ça m'a amusé d'avoir plein de jouets avec moi. Toutes ces approches, c'est comme des jouets. Et puis, je propose à la personne de structurer l'espace avec des couleurs, ça peut être des crayons de couleur, de la peinture, des instruments de musique aussi. Voilà. C'est ça pour moi la psychothérapie intégrative. Mais tout ça, c'est après des formations que j'ai suivies et après les avoir travaillé sur moi.
Voilà, donc intégratif, c'est intégrer d'autres outils que l'approche Princeps à laquelle on a été formé. Je crois que c'est ça pour moi la psychologie intégrative. Je vais rebondir. C'est une question intéressante que cette question de l'approche intégrative en thérapie. Ma trame n'a pas été la psychanalyse comme Martine, mais là où je le rejoindrais, c'est d'avoir une trame qui soit suffisamment structurée. Euh, euh, Ma trame, elle a été centrée, organisée autour je veux dire, de l'analogie du jeu avec la thérapie qui m'a amené à l'hypnose. Et évidemment, ce qui a structuré encore plus ma pratique a été l'approche systémique. Voilà, qui m'a permis après, comment dirais-je moi, de construire une assise euh, qui a amené justement à la thérapie du lien et des mondes relationnels, après être passé par les divers courants de thérapie brève, le MDR, etc. Mais je sais que mon tronc et ma base est ce qui a nécessité de le structurer. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne remercierai jamais assez Jean Godin quand j'ai franchi la porte de l'Institut Milton Erickson de Paris. C'est que ça m'a permis de structurer toute la variation des expériences de transe diverses, justement, j'allais dire, entre l'extrême de la transe négative et les états d'expansion de conscience que j'ai pu vivre, et grâce avec, avec la pratique du jeu, pas le jeu de jouer au casino, hein, la structure du jeu, qui d'ailleurs amène à l'analogie. Hein. Et j'ai toujours développé le fait que la dimension artistique de la thérapie vient du fait qu'il y a une analogie très forte entre le jeu et la thérapie. C'est l'objectif qui varie, c'est-à-dire que je dirais c'est le jeu de la vie, mais avec des règles qui sont fondamentalement les mêmes et donc je vais ajouter quelque chose qui est extrêmement important qui est extrêmement important pour Erickson, c'est qu'on peut partir dans l'expansion, on peut partir dans l'imaginaire, on peut partir dans les états de modifié de conscience à la condition qu'à l'arrivée, on finit bien sur le plancher des vaches et bien dans le concret. Et c'est tout ça qui est extrêmement, me semble-t-il, important dans le parcours et dans le parcours de formation des thérapeutes. C'est-à-dire que les anciens, les très anciens, les anciens sages de la haute magie disaient on peut utiliser l'imaginaire, mais l'imaginaire dans l'imaginaire, c'est de la fantaisie, et la fantaisie, c'est pas de la thérapie. Tout à fait. Tout à fait. Merci de votre réponse. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais passer à une autre question qui a été posée très précise. Je cite, tout à l'heure, il a été dit, on ne peut accompagner que dans un territoire que l'on connaît déjà. La question est la suivante. Est-ce que cela veut dire qu'on peut accompagner un patient dans un monde traumatique sans avoir connu soi-même un traumatisme? Je crois que, de toute façon, chaque traumatisme est différent. Mais je crois qu'on peut accompagner un patient que si nous-mêmes, on a été au contact de notre propre souffrance, de nos ombres, hein, de nos dragons. Et si on a vraiment débroussaillé, coupé, je crois que si on reste à la lisière de notre souffrance, on ne peut pas être psychothérapeute, on ne peut pas être psychanalyste, ce n'est pas possible. Hein, c'est avoir accueilli en nous ce qu'on n'aime pas, ce qui est douloureux, ce qui ne nous fait pas plaisir, ce qui nous fait honte aussi. Et c'est avoir repoussé. Hein, je dirais que c'est d'avoir exploré ce qui nous habite et ce qui nous déplaît. Souvent, le patient va vouloir faire plaisir à son analyste ou à son psychothérapeute. Donc, il va se montrer intelligent, cultivé, disert, dans la séduction. Il passe à côté de sa propre thérapie et si le psy
fais pas remarquer cela au patient, parce qu'il y a souvent des séductions réciproques. Hein. Le patient, il y a le transfert, le contre-transfert, il y a souvent quelque chose qui vient de l'ordre d'une séduction qui éloigne de la thérapie. Je crois que c'est oser pouvoir se montrer dans ce qu'on n'aime pas. Et si on a exploré ces zones de nous-mêmes qui ne sont pas très heureuses, qui nous montrent notre pauvreté d'humain, on ne pourra pas accueillir l'autre dans ce qu'il a de pauvre. Pauvreté, c'est quelque chose de notre petitesse d'humain. On est petit aussi, on n'est pas uniquement grand, on est petit. Et c'est s'accueillir aussi dans cette partie-là. Voilà, je vais rebondir sur... Je dis aussi bien que toi, parce que toi, je suis très intuitive, donc je parle avec des mots parfois très simples. Et Oui. c'est ça, c'est nous accueillir dans notre petitesse d'humain, tu vois, dans notre pauvreté, en fait. Je vais rebondir, je le dirai autrement. Je le dirai de la manière suivante. C'est la capacité chez le thérapeute à mobiliser la curiosité, explorer ce qu'il en est de la... ce qu'il en est de la... je veux dire, du territoire de la souffrance de l'autre. Pour être dans cette capacité à explorer et à garder sa curiosité sans être débordé, cela nécessite, me semble-t-il, et là je rejoins Martine, c'est pas que le thérapeute ait fait des expériences de traumatisme apocalyptique pour traiter, c'est tout simplement qu'il ait traité, oui, son rapport, je veux dire, ce qui fait faire obstacle chez lui à pouvoir déployer cette capacité d'accueil, de curiosité, de découverte. On n'en a pas parlé, mais j'ai rajouté, parce que ça me semble fondamental, pour moi, une thérapie réussie, c'est une thérapie qui enrichit aussi de son côté, à travers l'expérience thérapeutique, le thérapeute dans son expérience de vie comme thérapeute, et même parfois dans son expérience personnelle. Tout à fait, absolument, tout à fait. On grandit avec les patients. Voilà. Or, ça, c'est impossible si ça vient chercher dans un territoire auquel je ne suis pas prêt, moi, comme thérapeute, à me confronter. Mais bien sûr. On grandit, moi je dis toujours, on grandit avec nos patients, parce que les patients, ils viennent nous interpeller, nous interroger dans notre être-té, tu vois, dans nos fondamentaux. On apprend avec eux, on grandit avec eux. On n'est pas dans la position de l'omniscience et du sachant. Oui. C'est, Une autre question que je relais, je sais pas vous poser, c'est une question peut-être plus technique là, pour le coup. Peut-on observer des différences entre la transe chamanique et la transe hypnotique? Alors, c'est une bonne question. Et je ne sais pas si l'expertise vous peut observer des différences ou des similitudes, peut-être plutôt. Mais... Ce que je répondrais de mon côté, c'est que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a autant d'expériences de transe dans un sens que dans un autre. Or, si tu veux, la définition de transe hypnotique, c'est une définition culturelle. De surcroît, à partir de ce qui s'est passé avec Charcot, les trans extériorisées dans notre culture ont tendance à être marquées du sceau d'hystérie. Or, la majorité des trans dans les cultures traditionnelles sont des trans extériorisées beaucoup plus que des trans intériorisées. Non, mais complètement, je suis complètement d'accord. Voilà. Donc, si tu veux, on est dans un référentiel culturel de l'utilisation de la transe qui n'est pas le même. Ouais. Mais par contre, je vais rebondir là-dessus. Parce que l'ennui, c'est que quand on travaille avec quand on travaille avec les problématiques psychotraumatiques, on a besoin des trans externalisés, pas que des trans intériorisés. Alors, dans la pratique chamanique au tambour, la transe est passée de l'autre côté. Hein, ce n'est pas nécessairement une transe gesticulante et externalisée. Dans les voyages chamaniques pratiqués au tambour,
c'est une transe intériorisée. Oui. Dans les peuples premiers, la transe est beaucoup plus externalisée. Oui. Quand on respire, quand on pratique la respiration holotropique, hein, avec cette respiration motrice accélérée, plus profonde, et des musiques très galvanisantes, la transe est externalisée. Je crois que ça dépend du cadre aussi. Tout à fait. En hypnose, elle est intériorisée. Oui. Voilà. Donc, je dirais que la transe chamanique, telle que nous, on la pratique, et la transe hypnotique se rejoignent. Mais dans les peuples premiers, elle est très manifestée corporellement, elle est gesticulante. En fait, tout dépend du cadre aussi que l'on offre oui, aux participants. Du cadre et du cadre, à la fois du cadre et à la fois du cadre dans sa dimension culturelle. Ouais, tout à fait. Très bien, merci de vos précisions. Si vous voulez bien, je vous proposerai une dernière question qui nous servira à la fois de conclusion puis aussi d'ouverture. Finalement, on voit depuis maintenant un certain nombre d'années un véritable, je ne sais pas s'il faut parler de gain ou de regain, de gain ou de regain. de ce chamanisme moderne, occidental. Oui. Et peut-être une question sociétale, hein, peut-être à un niveau sociologique, mais comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement pour on l'a bien compris, qui est multiple, qu'on ne peut pas enfermer dans une seule définition. Mais qu'est-ce qui fait que il n'y a pas une seule réponse, je me doute bien, hein, mais qu'on a un tel intérêt pour cette approche aujourd'hui? Moi, je dirais que moi, je trouve merveilleux dans le chamanisme, c'est qu'il n'y a pas d'appartenance au dogme, il n'y a pas de corpus théorique, et on part du principe que tout est connecté. Tout a une âme, tout vibre et tout parle. Et que aussi, une fois qu'on est formé, hein, on brûle toutes les notes, tout le savoir, on est dans le non-savoir, et on se laisse imbiber par ce qui vient. Voilà. Et oui, je crois que c'est... En fait, c'est tellement différent des églises, hein, du pouvoir clérical et de la religion, hein, qui est à la source de tellement de massacres. Hein. La religion, au lieu de relier, elle sépare. Hein, la religion, ce n'est pas le spirituel, et le spirituel, ça n'est pas le religieux. Et quand dans le chamanisme, il n'y a pas ce pouvoir de robe, il n'y a pas ce pouvoir étatique, il n'y a pas ce pouvoir idéologique. C'est la nature, hein, c'est l'univers qui est maître. Hein. Donc, ça nous restitue dans notre dimension à l'univers. Voilà, je crois que moi, c'est ça qui me plaît. Très bien. Voilà, c'est la liberté que ça implique. Mais avec tous les excès que l'on connaît, parce que le chamanisme, maintenant, est rentré dans une espèce d'ombre. Enfin, je trouve que ça devient noir maintenant. Hein. Tout le monde est chaman, c'est la tarte à la crème. Non, ce n'est pas la tarte à la crème. Hein, on est d'abord des Occidentaux. Et on ne peut pas, comme je le disais, pratiquer le chamanisme comme dans les sociétés premières. Hein, voilà. C'est pour ça que, pour moi, après 30 ans de pratique chamanique et 40 ans d'exercice psy, ça me semble essentiel, je parle pour moi, de relier les deux. Mais c'est parce que ça correspond à ma propre vision. Je ne dis pas que c'est la seule et c'est la bonne, c'est l'unique. Mais pour moi, ça correspond à mon cadre spirituel, à mon cadre de pensée, à mon cadre clinique aussi, parce que je suis une clinicienne. Si j'ajoutais, en complément de ce que tu dis, Martine, peut-être que comme la place du psychotrauma vient questionner la place de la souffrance et de la douleur dans notre société, la résurgence du chamanisme semble venir questionner justement l'interconnexion dans le rapport à l'humain et dans le rapport à la nature dans notre société occidentale. Et pour moi, c'est là, et on voit bien comment l'actualité vient questionner ça avec autant de puissance aujourd'hui. Et que ces questions-là, par contre, il est certain que les réponses ne peuvent pas être des réponses du passé, mais des réponses qui vont se construire à partir des expériences du passé.
Tout à fait, absolument. Tout à l'heure, le thème, c'était l'apport chamanique dans la prise en charge psychothérapeutique des psychotraumas. Oui. Je dirais que pour moi, l'apport chamanique, ça a été aussi à partir des enseignements, de mon éducation chamanique. C'était vraiment, ok, tu fais confiance et tu te laisses habiter pour aller vers l'autre, tu vois. C'est quand quelqu'un vient dans un psychotrauma récent, hein, vient d'être traumatisé, mais attends, tu es dans l'accueil, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu fais? Oui. La question, qu'est-ce que je fais? Et je lui dis, tu te laisses habiter et tu es dans la présence. Et je crois que c'est ça que ça m'a apporté le chamanisme, c'est être de plus en plus dans la présence à l'autre et être dans une forme de non-savoir. De non-savoir. Voilà. Je suis vide, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hollow bone, je suis un os creux, et je reçois, j'accueille, je reçois ce qui vient pour être au plus proche de la souffrance de l'autre. Quand les gens sont fracassés, tu n'arrives pas avec ton savoir de psy ou ta blouse blanche de message. Non, je veux dire que tu es dans l'accueil le plus total, le plus intégral. C'est ça que ça m'a appris. Bien. Sauf Eric, est-ce que tu souhaites juste rajouter un dernier mot à ça ou... Je rejoindrai juste un petit dernier mot qui va être un peu... j'aimerais dire, par rapport à ce qu'a dit Martine, et j'espère que mes propos ne vont pas être mal compris, mais ça ne fait rien, je vais prendre le risque. Ce dont savoir, c'est dans l'acceptation universelle, ou plutôt l'acceptation chez le thérapeute, que la souffrance et la maltraitance fait partie de l'universel de l'expérience humaine. Et que c'est à la fois l'acceptation du fait qu'elle fait partie de l'universel de l'expérience humaine et à la fois avec la capacité à dire c'est inacceptable. Et c'est dans ce double mouvement qu'il est possible à ce moment-là d'accompagner les gens. Et c'est bien ça qui est très difficile. Parce que c'est accepter aussi d'être confronté à sa souffrance, mais aussi à sa propre impuissance. Absolument, c'est pour ça que je disais non savoir. Oui. Tout à fait. Très bien. Martine, je te remercie. Eric, c'est un très beau moment. Ça fait un beau moment. Stéphane, tu peux peut-être dire le mot de la fin. Merci Stéphane, merci à toi. Merci Eric. Nous allons vous remercier chaleureusement. On a clairement ressenti, je peux le dire, je crois que je ne suis pas le seul, clairement ressenti le lien, le rapprochement et les forts points communs entre votre conception de l'humain, du vivant, à travers votre manière de pratiquer. Ça sera vraiment un plaisir, puisque je le dis, que ce soit Martine et Eric, on vous retrouvera aussi à travers des ateliers et diverses conférences au cours du congrès, au mois de juin. Donc, ça sera avec plaisir de pouvoir continuer, pour ceux qui seront présents, à continuer à échanger à la suite de ce webinaire. Voilà, encore une fois, merci beaucoup Martine, Eric. On vous dit merci beaucoup Eric. À bientôt et puis au congrès, Martine. Au revoir. Ce fut un beau moment. Pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir Eric. Au revoir Stéphane. Au revoir. Comment je quitte? Tu as quitté sur ton écran. Ah d'accord, ça serait bien Eric, quand tu auras un peu dit qu'on puisse débriefer. Comment? Ça serait intéressant qu'on puisse débriefer. Oui. Alors, on peut rester si tu as 5 minutes. Oui, tout à fait. Alors, on va attendre que tout le monde se déconnecte. Oui.